Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Aymar de la Doucette. Quelles sont les tendances actuelles de la thromboprophylaxie après prothèse totale de hanche ou de genou? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de cette belle académie, on va revenir à des sujets beaucoup plus terre à terre et peut-être polémiques. Et je parle étant le représentant pour la thromboprophylaxie de la Société française de la hanche et du genou, SFHG. Et je commence par m'adresser à mon ami Jean-Yves Génie, avec qui j'ai beaucoup collaboré ces dernières années sur la prise en charge et les parcours des patients. Et c'est lui qui nous a alertés sur ces problèmes de thromboprophylaxie. C'était il y a plus de 10 ans. Alors pourquoi parler de la thromboprophylaxie? Pour les prothèses de hanche et prothèses de genou, la SFAR en 2011 avait expliqué qu'il y avait un risque très élevé de thrombose veineuse profonde et d'événements emboliques veineux. Du coup, la SFAR a préparé des recommandations, la première fois en 2011, et une amélioration ou une réévaluation en 2024, et en fait avec très peu d'évolution, puisqu'ils ont simplement raccourci la durée de thromboprophylaxie pour les prothèses de genoux à 14 jours. Ils ont recommandé l'utilisation en première intention des anticoagulants oraux directs, les AOD. Ils ont reconnu qu'il n'était plus nécessaire de prescrire des bas de contention pour la prévention thromboembolique. Et ils ont autorisé, dans un cas très particulier, de prise en charge améliorée après la chirurgie RAC, sans facteur de risque, de 5 jours d'AOD, puis d'aspirine. Et ça surprend un peu la SFHG parce qu'il y a 26 références dans leurs recommandations concernant la thromboprophylaxie pour prothèse de hanche et prothèse de genou, 4 de 2020 à 2022, aucune après 2022. Plus de la moitié ont plus de 10 ans et presque un tiers date d'avant 2010. Alors que les parcours RAC et les prises en charge ambulatoires se sont développés. Je vais m'appuyer sur cette présentation sur un sondage en ligne avec 201 réponses adressées aux chirurgiens de la SFAG, les interrogeant sur leur pratique, leur connaissance de complications et des protocoles de thromboprophylaxie qui existent. La première des choses, c'est que la thromboprophylaxie maintenant est acceptée et acquise par les chirurgiens orthopédiques de la hanche et du genou. Et ils ont compris qu'il ne fallait plus faire de dépistage systématique pré- ou post-opératoire par écho-Doppler. En revanche, ils sont encore très hésitants sur les durées de thromboprophylaxie puisque ça va de quelques jours à plus de 6 semaines. Ils prescrivent encore largement des bas de contention élastiques et ils ont tendance à traiter ou à faire traiter de façon curative les thromboses veineuses distales sous poplité. Et il y a des incohérences dans leurs propos puisqu'ils se plaignent beaucoup d'hématomes et d'échymoses et qu'ils rapportent très peu d'événements thromboemboliques, qu'ils utilisent encore majoritairement les HBPM et les AOD et très peu l'aspirine, et qu'enfin ils méconnaissent la recommandation internationale, alors qu'ils souhaiteraient que la SFHG fasse ses propres recommandations de thromboprophylaxie et qu'elles soient opposables. Donc, quelques rappels de la balance bénéfice-risque de la thromboprophylaxie qui va permettre d'étayer cette présentation. Le risque aujourd'hui de thrombose veineuse est très faible, entre 0,6 et 1,4%. Le risque de saignement majeur va de 0,7 à 2% selon la molécule de thromboprophylaxie qui est utilisée. Dans toutes les publications, il est exceptionnellement pris en compte les saignements mineurs qui sont difficiles à recenser dans une publication, mais qui représenteraient peut-être 4% des complications. On sait que les AOD font plus saigner que les HBPM qui font saigner plus que l'aspirine acide acétylsalicylique, qu'il y a un risque important de réadmission pour saignement entre 6, 7 et 8,5%, mais qu'on a rarement besoin de réopérer pour des saignements. Alors aujourd'hui, en 2025, on sait, d'après cette étude finlandaise, c'est une population peu nombreuse, mais des patients très disciplinés, bien suivis, avec une durée de thromboprophylaxie qui est assez conforme à ce qui est préconisé en France. Ils ont rapporté 0,3% d'événements thromboemboliques veineux dans les 90 jours qui suivent la chirurgie,
avec un peu plus de thrombose veineuse distale que d'embolie pulmonaire et aucun décès dans les 90 jours. Cette autre étude américaine, Simon, a presque 30 000 patients, 1,19% d'événements thromboemboliques, plus de 3 fois plus de saignements, favorisés par l'âge, les antécédents de cancer, l'insuffisance rénale, les maladies inflammatoires et notamment le lupus et les antécédents d'hypercoagulabilité. Et vous voyez dans les graphiques de droite qu'il y a maintenant plus de problèmes de saignement que de thrombose veineuse et que ces événements sont plus fréquents avec les anticoagulants oraux directs qu'avec l'aspirine. Petersen, danois, c'est au Danemark qu'ont été décrites les premières prises en charge RAC par l'équipe de Kellett dans les années 95. Et dans ces deux publications, il a montré que la thromboprophylaxie n'était pas nécessaire après la sortie de l'hôpital quand les séjours duraient moins de 5 jours. Et les patients respectaient ce protocole de moins de 5 jours dans plus de 95% des cas, puisqu'ils sortaient en moyenne à 2 jours. Il y avait 0,4% d'événements thromboemboliques symptomatiques dans les 90 jours et surtout dans les 30 premiers jours. Cela survenait en général vers le 17e jour, avec un peu plus de thrombose veineuse que d'événements emboliques. Et c'était favorisé par l'âge et par le surpoids. On a parlé de saignement majeur, donc il y a des définitions, on va retenir surtout la définition chirurgicale qui nous intéresse, qui, en plus des définitions médicales d'hémorragie mortelle, de saignement dans une cavité critique ou de saignement important qui entraîne une chute de l'hémoglobine et ou impose le recours à une transfusion, il y a deux autres critères qui sont le saignement dans le site opératoire qui oppose un acte thérapeutique de ponction ou de drainage ou qui impose d'arrêter la rééducation ou qui qui entraîne une désunion cicatricielle qui peut prolonger l'hospitalisation et même favoriser les infections profondes. Et puis, ça peut être un saignement très important qui peut imposer une transfusion. Donc, il y a des risques hémorragiques dans la pratique des chirurgies de prothèse de hanche et de genou. Et vous voyez dans cette étude de Schwartz, un peu plus, 1,7% pour les anticoagulants traditionnels comparativement à l'aspirine. Et on retrouve des saignements qui sont très embarrassants pour les chirurgiens orthopédiques et j'imagine pour tous les chirurgiens, puisque actuellement, Ballard rapporte 0,33% de saignements digestifs. Et pour nous, il y a d'autres inconvénients à ces saignements. Il a été montré qu'il y avait moins d'infections quand on utilisait l'aspirine plutôt que les autres anticoagulants traditionnels. Kallenberg, en 2018, a montré qu'il y avait plus d'enraidissement après prothèse de genou qui nécessitait une mobilisation sous anesthésie quand on utilisait des AOD comparativement à l'aspirine ou aux HBPM. Et les cicatrices coulent plus longtemps quand on utilise des AOD de HBPM par rapport à l'aspirine. Cette étude de Badge est très intéressante puisque c'est une analyse prospective qui a vérifié la conformité des prescriptions des chirurgiens par rapport au protocole des recommandations. Donc déjà, ils ont trouvé 2,6% de thrombose, essentiellement des thromboses veineuses distales. Et ils ont remarqué que quand il y avait un risque hémorragique sévère, jamais les prescriptions n'ont respecté la recommandation. Quand il y avait un risque de thrombose important, il y avait un non-respect des recommandations dans presque un tiers des cas. Et ce qui est très amusant, c'est que quand on ne respectait pas les recommandations, il y avait plutôt moins de thrombose veineuse. Et si on respecte les recommandations, il y a autant de thrombose veineuse que quand on ne les respecte pas. Et on a demandé aux chirurgiens s'ils connaissaient d'autres recommandations et globalement, ils les connaissent très mal, notamment les RFE RAC qui ont été établis par la SOFCOT et la SFAR, dont un chapitre traite de la thromboprophylaxie. Il y a eu aussi cette conférence, le International Consensus Meeting en 2022, qui travaillait selon le protocole Delphi, qui réunissait des chirurgiens, des anesthésistes, des cardiologues et des angiologues du monde entier,
J'ai laissé la diapositive en anglais pour pas qu'on m'accuse de biaiser la traduction. Et il disait que l'aspirine à faible dose était la méthode la plus efficace et la plus sûre de thromboprophylaxie, et que l'aspirine à faible dose devait être la première méthode de thromboprophylaxie pour tous les patients opérés d'arthroplastie, même s'ils présentent un risque modéré ou sévère. Et on parle d'aspirine. La Société européenne d'anesthésie, en 2024, a aussi confirmé des recommandations de 2017 et elle concluait qu'il fallait traiter au minimum 7 jours, un mois sans utiliser l'aspirine ou s'il y avait des facteurs de risque de thrombose veineuse. Et si on prescrivait des HBPM ou des AOD, on pouvait les traiter, ne traiter que pendant l'hospitalisation. Et ces recommandations ont été faites avec Jean-Yves Génie et des anesthésistes français. Donc les tendances actuelles, c'est à gauche, vous voyez qu'il y a de moins en moins d'événements thromboemboliques et à droite, dans le monde, de plus en plus de prescriptions d'aspirine comme thromboprophylaxie. Et l'une, en 2024, a sondé des chirurgiens américains et plus de 80% utilisaient l'aspirine comme première méthode de thromboprophylaxie et les Anglais dans plus de 84% des cas. Les Australiens, moins fréquemment, 30%. Alors, on nous parle beaucoup d'une étude Crystal, qui était une étude soi-disant randomisée qui comparait l'aspirine aux HBPM. Et cette étude a été arrêtée en cours parce qu'il y aurait eu plus de thrombose veineuse distale symptomatique dans le bras aspirine. Et en France, on nous oppose cette étude pour dire qu'il ne faut pas utiliser l'aspirine. Mais quand on analyse bien cette étude, il y a de nombreux biais. C'est d'abord un essai prospectif simple, sans randomisation correcte. Et quand un patient avait en préopératoire de l'aspirine en prophylaxie et qu'il était dans le bras qui devait recevoir des HBPM, on continuait l'aspirine plus les HBPM. Ensuite, il n'y avait pas de définition de thrombose veineuse distale symptomatique et on ne sait pas si les douleurs pouvaient être rapportées au caillot veineux ou au saignement dans les loges postérieures du mollet. Enfin, on sait qu'il ne faut pas explorer les thromboses veineuses distales par sous-poplité et qu'il est inutile de les traiter. Il y a des études qui ont comparé l'aspirine aux HBPM, notamment celle de Tan, en stratifiant les patients selon le risque de thrombose veineuse, et ils concluaient que HBPM et AVK ne réduisaient pas le risque de thrombose veineuse pour les patients au risque et que l'aspirine était aussi efficace. Et Liu, en 2025, confirme ces données et note en plus qu'il y a une réduction des saignements artériels d'AVC et des saignements du site opératoire. Il y a aussi de nombreuses méta-analyses d'essais randomisés contrôlés récentes qui vont toutes dans la même direction, indiquant autant de risques de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire, quelle que soit la molécule utilisée, pas moins ou pas plus de saignements et de complications de plaies ou de mortalité entre aspirine et AOD. En revanche, le coût est complètement différent. L'aspirine, 9 centimes par jour. Les AOD, 20 fois plus. Et les HBPM, plus de 40 fois plus. Donc la première conclusion de cette présentation, c'est que l'aspirine n'est pas inférieure pour la prévention des événements thromboemboliques veineux, ni ne réduit pas les saignements, mais elle a un coût largement inférieur. Donc en fait, ce que la SFHG souhaiterait, c'est de pouvoir prescrire, en plus des autres recommandations de la SFAR 2024, donc un cinquième moyen de thromboprophylaxie, c'est l'aspirine à faible dose pendant au moins un mois, dès J0, quand il n'y a pas de contre-indication d'antécédents thromboemboliques, de coagulopathie ou de cancer actif, pour les patients levés avant J1, avec prise en charge RAC, et sortis avant J3, pour les PTH et les PTG primaires. Je vous remercie. Nous avons des questions dans la salle. Merci beaucoup pour la clarté de l'exposé.
Oui, merci pour votre présentation très intéressante parce qu'effectivement, pour les orthopédistes, la thrombose est un problème majeur et nous en subissons les conséquences quand nous prenons en charge les patients avec leur maladie post-thrombotique. Ma première question était de savoir si vous faites une différence entre le rivaroxaban et l'apixaban dans la prescription, puisque avec le rivaroxaban, il n'y a qu'une prise quotidienne et il y a donc des pics d'hypocoaguléabilité qui majorent les risques de saignement. D'ailleurs, à ce sujet, dès qu'il y a eu l'AMM, beaucoup d'orthothépistes ont beaucoup critiqué les AOD, revenant souvent aux appareils de barreau moléculaire. Et la deuxième chose que je voulais demander, c'est, je suis étonné d'entendre parler d'aspirine dans la prévention, car ayant beaucoup fréquenté le professeur Samama, qui était le pape de la coagulation à l'Hôtel-Dieu et son élève El Alami, on m'a toujours dit que l'aspirine n'avait pas d'action sur la veine, mais sur l'artère. Alors, je vous remercie pour ces deux questions. Alors d'abord, effectivement, il y a plus de saignement avec le rivaroxaban parce que c'est une seule prise quotidienne. Euh, Vous dites que les chirurgiens orthopédiques ont peur de la thrombose veineuse. Ils n'ont plus peur de la thrombose veineuse. Notamment, l'avènement de la RAC et les prises en charge ambulatoires ont montré qu'il y avait pratiquement une disparition de ces événements. Et puis, votre deuxième question à propos de l'aspirine. Alors, Marc Samama, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Yves Gény, défend quand même l'utilisation de l'aspirine. Et dans le monde entier, l'aspirine est utilisée comme moyen de prévention de la thrombose veineuse. Plus de 80% des chirurgiens américains et anglais l'utilisent, même chez les patients à haut risque. Et mon prédécesseur, Christian Mansat, dans les années 80 et 90, utilisait uniquement l'aspirine comme thromboprophylaxie. Les temps changent. Oui, oui. Quelle est pour toi l'indication résiduelle ou non du Xarelto de Rivaroxaban? Alors, j'ai utilisé le Rivoraxaban au moment où il est Merci pour la sorti. Oui, prononciation. j'ai toujours eu du mal moi aussi, hein. On pourrait choisir des mots internationaux plus simples. Au moment où il a été mis sur le marché dans ce qu'on appelle l'évaluation post-introduction sur le marché, donc j'ai prescrit pendant de nombreuses années et je me suis plaint d'hématomes retardés, 4 à 6 semaines après la chirurgie. Du coup, j'avais arrêté cette prescription. Et en fait, il y a beaucoup de chirurgiens orthopédiques qui ont abandonné l'utilisation d'AOD, préférant revenir au Lovenox et aux HBPM. Et moi, personnellement, Donc pratiquement plus. alors si, il y a s'il faut vraiment une prise en charge RAC, il faut que les gens marchent immédiatement, il ne faut pas qu'ils restent hospitalisés, il ne faut pas qu'il n'ait de facteur de risque. Et puis, tant que ça n'est pas une recommandation qui est acceptée, en fait, notre difficulté, c'est de la faire accepter par la SFAR. Et tant que ce n'est pas une recommandation, on a le droit de prescrire. Mais il faut quand même avoir des arguments pour se protéger et il faut informer le patient. Et ça prend du temps d'informer un patient, de lui dire on va vous faire quelque chose qui est différent, rassurez-vous, c'est sûr, mais même si les anesthésistes vous disent que c'est pas bien, etc. Quand on les prend en charge en ambulatoire, on les voit 12 heures, on a tellement de choses à leur dire que voilà, ça prend du temps. Alors, Hubert, et ensuite on aura une question à distance. oui, en fait, vous avez bien montré que beaucoup de recommandations sont basées sur des études avec des prises en charge qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles sont actuellement. Et en particulier, on devrait effectivement plus s'intéresser, à mon avis, plus s'intéresser à- au mode de vie des patients. Ça se trouve, les patients, ils restent au fond de leur lit bien avant l'opération. Et donc, bon. Également à la durée de l'intervention, qui joue probablement. Et simplement, pour notre part, quand on a commencé la chirurgie bariatrique, je ne parle pas des anneaux, mais je parle des interventions plus invasives, on a appliqué donc des vieilles recommandations avec un risque hémorragique majeur et on a eu beaucoup de complications. On a très vite, y compris les anesthésistes, diminué l'anticoagulation à tel point que maintenant, il y a les équipes leaders en France qui ne donnent plus d'anticoagulants après les interventions chez les obèses morbides.
Mais la prise en charge c'est la RAC, c'est l'ambulatoire, etc., etc. Vous avez vu ces équipes danoises qui ont poussé très longtemps avant nous la RAC et l'ambulatoire. Ils ne donnent des anticoagulants que pendant l'hospitalisation. Donc, quand le patient est en ambulatoire, il a peut-être une dose et puis terminé. Donc, en fait, il n'en a pas. Nous avons une question à distance, Monsieur Hudson Nakamura, qui est très fidèle à nos sessions. Il est là toutes les semaines. Il est au Brésil. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie pour cette excellente présentation. Moi, en tant qu'ophtalmologiste spécialiste de la rétine, moi, je fais des chirurgies vitro-rétiniennes pour l'hémorragie vitrienne, ainsi que Jean-Pierre fait les chirurgies de cataracte. Avant la chirurgie, est-ce qu'il y a quelques recommandations pour les ophtalmologistes pour arrêter l'aspirine combien de temps avant, ainsi que d'autres anticoagulants? Alors, pour l'aspirine, je ne peux pas vous donner de réponse dans votre spécialité. En chirurgie orthopédique, maintenant, il est autorisé d'opérer avec des patients qui continuent l'aspirine. Oui, parce que Et- quelquefois, quand nous faisons la chirurgie avec la rétinopathie diabétique, les patients avec beaucoup d'hémorragie, il faut arrêter pour qu'ils puissent éviter, porque nous puissions éviter l'hémorragie, la continuation de l'hémorragie pendant la procédure. C'est la raison pour laquelle nous arrêtons dans notre pansement au moins une semaine avant de la chirurgie. ouais, alors, je pense que vous parlez de patients qui ont des traitements curatifs. Je ne pense pas Oui, qu'en chirurgie ophtalmologique, on ait besoin de faire de thromboprophylaxie. Donc là, c'est un problème qui est très différent parce que ça dépend, entre autres, de l'indication du traitement anticoagulant. Et il y a des règles avec les AOD qui doivent être arrêtées entre 3 et 5 jours avant la chirurgie. Mais là, on est vraiment dans un problème qui est totalement différent, qui est beaucoup plus compliqué. Parce oui. qu'il peut y avoir un Merci. pronostic vital quand quelqu'un a une valve cardiaque mécanique, c'est ou un risque de saignement, même dans l'œil, ou la mort. Oui, merci. Merci beaucoup. Comment vous allez avancer alors finalement? Parce qu'il y a des recommandations qui sont quand même assez variables dans le monde. Il y a une tendance à la désescalade. La SFAR a encore ses recos de 2024. Comment ça va se faire maintenant? Alors, il y a une commission SFAR-SOFCOT qui a été créée et leur prochain sujet est la thromboprophylaxie. Et il y a eu une table ronde pendant notre congrès de la SOFCOT la semaine dernière, un SFAR-SOFCOT, et ce problème a été présenté. Donc ça va bouger, On espère. probablement. On espère. Alors, ma dernière diapositive est un peu polémique, c'est très masqué, mais ce sont les conflits d'intérêts entre les membres du GIHP, de groupe intérêt d'études d'hémostase, et l'industrie pharmaceutique. Merci de l'avoir souligné. Très beau topo, merci beaucoup.